Aujourd'hui, on va explorer un modèle de l'esprit qui est radicalement nouveau. Un modèle qui laisse de côté les bits et les octets pour nous parler de forme et d'espace. Alors, commençons avec une question qui a l'air toute simple. Une pensée, ça se trouve où? Dans un neurone? Est-ce que c'est une sorte de courant électrique? Ou alors, est-ce que la question elle-même est mal posée parce qu'on utilise une carte de l'esprit qui est complètement dépassée? Pendant des décennies, la métaphore qu'on a tous entendue, c'est celle du cerveau ordinateur. Le problème, c'est que ce modèle peine un peu à expliquer la nature, la nature fluide, subjective de la conscience. L'analyse qu'on explore aujourd'hui propose une alternative assez révolutionnaire. Et si une pensée, ce n'était pas une chose, mais plutôt une forme? Pour comprendre cette nouvelle carte, il faut d'abord qu'on esquisse le paysage dans lequel ces formes de pensée peuvent exister, et là, on change de discipline. On quitte un peu la biologie pour entrer dans une sorte de phénoménologie mathématique. L'esprit, ce n'est pas une boîte vide qui attend d'être remplie, non. C'est un espace qui est déjà structuré. On l'appelle un site cognitif. Il faut l'imaginer comme un grand réseau de contextes, tous connectés, tous ancrés à un modèle central du soi. Bon, et dans cet espace, un concept, c'est quoi? Ce n'est pas juste un mot. C'est ce que ce modèle appelle un faisceau sémantique. C'est une structure souple, définie par sa capacité à recoudre ensemble différents points de vue pour créer une forme, une géométrie qui se tient. Imaginez que vous essayez d'assembler un modèle 3D à partir de plein de photos 2D. Si les photos peuvent être recollées entre elles parfaitement, sans accroc, alors le modèle est viable. Mais si elles se contredisent, la forme se déchire. C'est exactement le même principe. Et ça nous amène à une redéfinition vraiment profonde de la vérité. La vérité, ce n'est plus un simple oui ou non. C'est une mesure d'intégrité structurelle. Une pensée est considérée comme vraie si elle est assez solide, assez viable pour maintenir sa forme à travers tout le paysage de l'esprit. Ok, on a le paysage, mais qu'est-ce qu'il met en mouvement? Qu'est-ce qui est le moteur de la pensée? Selon ce modèle, la cognition est animée par un principe extrêmement puissant. En fait, le système pense pour une raison assez simple: réduire la tension entre ses modèles internes et la réalité. Cet effort constant pour minimiser la contradiction interne, qu'on appelle ici entropie sémantique, c'est ça qui alimente tout le processus. Et ce processus se déroule en un cycle à 4 temps, un peu comme un moteur. On l'appelle le cycle EMPR. D'abord, l'émergence, qui génère de nouvelles hypothèses. Ensuite, la mémoire les stabilise pour en faire des croyances. La propagation, elle, essaye de les connecter logiquement partout. Et puis, il y a l'étape la plus importante. Le résidu, c'est l'image parfaite de la petite vis qui reste dans la main après avoir fini de monter un meuble. C'est l'erreur, le trauma, c'est la donnée qui décidément ne colle pas avec le reste. C'est l'obstruction. Mais attention, cette erreur, ce n'est pas du tout un échec, c'est même le contraire. C'est le feedback critique qui force tout le système à se réévaluer, à générer de nouvelles idées et à relancer le cycle. C'est ça qui fait avancer la pensée. Bien, on a donc un paysage dynamique, des formes, des cycles, mais le jeu dans tout ça, où se trouve le soi? La réponse est peut-être la partie la plus déroutante, la plus radicale de tout ce modèle. Instinctivement, on cherche un processeur central, un petit pilote dans le cockpit. Mais dans cette architecture, il n'y en a pas. Le jeu n'est pas une chose, c'est une caractéristique de la structure elle-même, une singularité. L'image du tourbillon est parfaite. Il n'est pas fait d'une autre matière que l'eau autour, mais sa structure, ce vide persistant au centre, organise tout ce qui passe à proximité. Et ça mène à une conclusion assez surprenante. Un soi qui est organisé autour de ce vide ne peut pas contenir indéfiniment ses propres contradictions, son propre résidu insoluble. Seul, il risque de s'effondrer, que ce soit dans la névrose ou la psychose. Donc, un soi sain, un soi viable, n'est pas autosuffisant. Il doit être distribué. Il doit s'appuyer sur une structure tierce. Ça peut être une relation, une discipline, une institution, quelque chose qui l'aide à soutenir la tension de ses propres paradoxes. Tout ce plan d'architecture de l'esprit, ce n'est pas juste une théorie abstraite, loin de là. Ça a des implications vraiment profondes sur notre façon de définir l'intelligence et même sur la façon dont on se connecte aux autres. Dans cette perspective, la vraie intelligence, ce n'est pas la prédiction statistique, comme un grand modèle de langage qui prédit le mot suivant. Non, c'est la compétence topologique de construire un concept, un système ou un soi qui soit viable, c'est-à-dire qui puisse maintenir sa forme dans un monde complexe. Et ça nous amène à la connexion humaine. Si le soi est défini par ce vide central, par cette faille impossible à combler, comment est-ce qu'on se connecte vraiment les uns aux autres? Ce que suggère ce modèle, c'est que la connexion, la vraie, ce n'est pas de fusionner nos croyances, c'est d'aligner la forme même de nos vides intérieurs, de nos impossibilités partagées.
Comprendre quelqu'un, ce ne serait pas avoir les mêmes réponses, mais plutôt co-contenir les mêmes questions sans réponse. Cette nouvelle architecture de l'esprit nous laisse avec cette pensée finale, assez provocatrice. Elle déplace notre attention de la substance de notre savoir vers la structure même de notre questionnement.